Salut, j'espère que ça va bien à la maison. Content de renouer avec vous cette semaine, notamment avec parmi nos invités Isabelle Dominique Cros viendra nous exposer des manières de s'entraîner, mais de façon spontanée. Alberto Georgian Miout, notre reporter, viendra nous parler notamment, lui, du festival libanais. Daniel Godin, conteuse, vient nous exposer la langue française et un concours qui est relié avec notre magnifique langue ici sur le territoire lavallois. José Dufour qui vient nous parler du contexte des femmes en construction. Monia Abadi, notre chroniqueuse, viendra nous parler, elle, des 5 langages de l'amour. Le conseiller du district Saint-Vincent-de-Paul, Paolo Galati, vient nous présenter des dossiers qui sont de son district. Nicolas Vincent Poirier vient jaser du tout dernier film Transformers. Et tout d'abord, Sophia Yanantuano, notre chroniqueuse, nous fait démontrer encore une fois l'éloge de son savoir-faire et de notre patrimoine sur le territoire lavallois. Bonne émission. Tout au long de la saison, on vous a présenté des maisons qui sont plus que centenaires, qui font partie du patrimoine chez nous, ici à Laval. Et je pense qu'on arrive avec un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a discuté tout au long de la saison avec Sophia Yanantuano, qui est aussi courtière immobilière et chroniqueuse chez nous dans Pour votre information. Salut! Salut! Je le disais, je pense que cette maison que tu nous présentes, la maison André-Benjamin Papineau, dans son ADN, elle correspond à peu près à tout ce qu'on a abordé ensemble tout au long de la saison. C'est-à-dire que non seulement l'intérieur, l'extérieur, le patrimoine est palpable, on va le voir sur les images dans quelques instants, mais aussi ceux qui ont été propriétaires sont des personnages historiques, marquants de notre histoire au Québec et ici à Laval. Exactement. La famille Papineau, ça va sans dire que si on connaît pas l'histoire, on connaît le nom. Oui. Littéralement, juste là, ça prend pas la tête à Papineau, qui en est une de nos expressions les plus, je pense, connues. Exact, c'est bon. Oui, absolument. Écoutez, quand que je regardais, j'ai dit, je veux présenter une maison iconique, quelque chose qui va rapporter aux citoyens de la ville de Laval. C'est là, quand j'ai fait mes recherches et j'ai vu concrètement la maison Papineau, je dis, je vais en informer les citoyens parce que la maison finit d'être rénovée et va ouvrir les portes à tous les citoyens à la fin de 2023. Parce qu'on lui a trouvé une vocation qui est vraiment grandiose, là, soit un théâtre, un lieu de rencontre pour les Lavalloises, Lavallois. Là. Exactement. Donc, cette maison était comme un petit peu mal placée au début quand, dans les années 75, ils voulaient allonger l'autoroute 13, aller directement à Mirabel. Elle a risqué de faire probablement là, de passer sous le couperet, là, si on peut le dire. Exactement. Puis une chance que les gens se sont vraiment mis derrière la mission de garder cette maison du patrimoine historique parce qu'aujourd'hui, elle va continuer à vivre dans nos expériences. Bien, justement, discutons parce que, donc, je le disais, puis tu le mentionnais aussi, c'est la famille Papineau. Oui. Et ça a appartenu à André-Benjamin Papineau, qui est un personnage important. Là. Exactement. Mais en réalité, c'est le neveu de Louis-Joseph Papineau. Donc, lui, il est né en 1809, puis il a quand même vécu 80 ans. Ce qui était pour l'époque assez âgé, là, car l'espérance de vie était beaucoup moindre. Bon, lui a été notaire, député, tout ça. Mais si on y va, la prémisse, c'est que la résidence s'est construite vers quelle année environ, la construction de cette 1820. 1820. Et puis, en 32, son père l'a légué justement ici à André-Benjamin. Il a habité la maison jusqu'à temps qu'il avait 76 ans. La maison, évidemment, ces maisons-là, ils ont vécu, quand ils sont pas bien entretenus, il y a de la moisissure qui a infiltré. Et quand il est parti, elle a resté abandonnée. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pensé de peut-être l'acheter à terre. Mais on la voit ici. C'est vraiment une belle maison qui représente énormément les maisons qu'on a discutées durant notre saison. Elle représente les maisons là, qui étaient d'origine française dans sa façon d'être construite. Puis justement, les éléments clés, parce que là, on voit l'extérieur présentement. Oui. Si on y va justement tout d'abord de l'extérieur, quelles sont peut-être les choses qu'on doit remarquer là, sur cette maison-là? Donc, encore une fois, on a une maison qui a une architecture plutôt rectangulaire. Elle a quand même un étage à l'intérieur, comme la maison Terrien qu'on avait vue ensemble. Les pierres, c'est des pierres coupées avec toutes casquées comme les lucarnes qui sont là. Puis en réalité, si on compte, il y a 24 petites fenêtres là, de type vraiment
vraiment typique de cette, de cette époque-là. Oui, exactement. Battante, donc à petits carreaux. On voit que le toit aussi, c'est quand même typique aussi de ces maisons-là, de cette époque-là, vers 1820. Là. Exactement. Donc, en 1910, ils ont décidé de mettre plutôt un toit comme qu'on voit aujourd'hui, un toit pignon. Mais ça coûte, c'est un petit peu moins dispendieux que les toits qui sont faits à quatre vents. Et aussi pour la neige. Ça, c'est une autre raison pourquoi il y a tellement de maisons qui ont les toits comme ça en pignon, parce que quand il y a beaucoup de neige, c'est moins dangereux pour la structure de l'immeuble. C'est ça. Et est-ce qu'on a conservé à l'intérieur de la maison aussi les éléments du passé, là, c'est-à-dire d'origine de la maison? Là? Oui, absolument. Et c'est le fun parce que les autres maisons, on avait vu qu'il y avait comme des placards qui étaient insérés dans les murs pour garder les aliments plus frais. Il y avait beaucoup de choses qui se répètent parce que c'était la même génération. Ben oui. Mais quelque chose de le fun de cette maison-là qu'on n'avait pas dans les autres maisons, c'est le four à pain. T'es-tu en train de me dire que tu vas me cuire des pains? T'as-tu laissé essayer? Marche encore? Bien, si c'est pas du pain, ça va être la pizza. La pizza? OK, c'est correct. C'est vrai que tu es d'origine italienne, je pense, toi. Exactement. Il y a comme un fit là-dedans qu'on pourrait faire. Ouais. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, tu en as parlé parce qu'à un moment donné, on l'a restauré, on l'a sauvé, pour la conserver. Ouais. Mais il s'est passé dans un passé pas si lointain, là, en 2014, si je ne m'abuse, là, la maison était fermée là, au public. Oui, elle était fermée parce que justement, il y avait de la moisissure dedans. Donc, c'est rendu dangereux. Parce qu'avant ça, il y avait quand même une espèce de petit musée à l'intérieur où est-ce qu'on avait des articles, on avait des photos on expliquait. Mais la maison, elle a vraiment subi une énorme construction. Puis, c'est pas fini. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver? Qui va être terminé pour la 2023? Le gouvernement a décidé d'investir autour de 6 millions 800 dollars de 6 millions 800 000. 800 000, exact. Donc, c'est ça, un investissement majeur important pour pouvoir la maintenir en vie, la restaurer. Exact. Et on veut donner donc une autre vie. Mais donc, je le disais parce qu'on l'a dit un petit peu au début de notre conversation, mais c'est un théâtre là, donc de la grangerie. On veut quoi? Faire valoir le patrimoine en même temps, se servir de cette maison-là pour faire un peu connaître le reste des autres maisons et du patrimoine qu'il y a sur ici à Laval? Ou? Oui, et autres. Et autres. Il va y avoir aussi des théâtres, il va y avoir de la musique, il va y avoir... ça va être un lieu pour les gens de la communauté. Il y a quand même 120 places. Donc, ça peut être le fun. Ça va être un lieu qu'on peut louer, qu'on va aller échanger des idées. Et le petit café à côté aussi, ça fait que c'est plus chaleureux, c'est convivial. Ça l'amène les gens justement à ce lieu-là. Donc, vous voyez ici, c'est quand même grand. C'est grand, c'est vaste. Là. Oui, c'est ça. Donc, ils sont tous en train de rénover. C'est un travail qui va prendre du temps. Puis de mon expérience en construction, depuis la pandémie, des fois, on a des dates qu'on veut finir certains projets, mais on n'y arrive pas pour manque d'inventaire ou de main-d'œuvre. Donc, on va souhaiter que ça va être fini pour 2023. Mais au moins, disons qu'il y a eu une implication de la part du gouvernement du Québec. Oui, là. exactement. Donc, je pense qu'il y a plus d'1,5 million de dollars. Exactement, c'est ça. Donc, ils ont dit tant qu'à faire, on y va, puis ils vont la faire comme il faut. Donc, on a ici quand même une illustration du projet final. Donc, ils ont vraiment mis un aspect plus contemporain. Question de vivre hier, aujourd'hui et demain. Et demain. Oui. Ben, en tout cas, si on peut, si ça prend cette, puis on va se quitter là-dessus, mais si ça prend cette façon-là pour pouvoir perpétuer cette tradition-là, ce legs-là du patrimoine, en faire un centre d'interprétation en histoire, pourquoi pas. Merci beaucoup, Sophia, de passer cette saison. Et puis on te garde pour la prochaine. Il m'en reste une. Il t'en reste une aussi. On se revoit bientôt. Oui. On se revoit bientôt. Mais déjà, je le dis à l'avance, on te garde pour l'année prochaine. Exactement. Merci. Merci beaucoup à toi. Bye, Alex. Isabelle Dominique-Cros, que vous pouvez suivre pas mal souvent à notre antenne pour 2 temps 3 mouvements, puis aussi pour votre information. Je suis content de la retrouver. Salut! Salut, Alex. Es-tu une femme spontanée, toi? Est-ce que ça dépend? Je te dirais que c'est... des fois, j'ai besoin de structure, puis d'autres fois, j'aime ça être spontanée, et je me suis aperçue que le fait d'être structuré permet la spontanéité, imagine-toi. Et toi? Je pense que oui, je le suis. Autant que mon TDA me sert bien quand il est question de mon travail parce que ça amène la créativité, autant que c'est drôle. On dirait qu'en entraînement, je suis très structuré parce que je suis mon programme de course assidûment pour ma préparation pour mon marathon cet automne. Donc, j'ai quand même quelques éléments qui sont structurés, mais dans la job, c'est spontané. Fait que j'ai comme cet équilibre-là. Et toi, justement, tu veux peut-être pour ceux qui sont comme moi, qui sont très structurés, qui s'entraînent, nous amener un peu de spontanéité. Comment on peut attaquer ça de front quand on veut s'entraîner, d'avoir de la spontanéité comme point de départ?
C'est le fait d'avoir un peu réfléchi au fait qu'on va peut-être être spontané. Et tu parlais d'entraînement. C'est sûr que quand on a un objectif en tête, quand il y a un peu, tu sais, on veut tracer le progrès, c'est super d'être structuré, mais dans cette belle structure-là, il n'y a rien qui t'empêche de modifier, disons, le terrain, tu sais, l'espace de jeu où tu t'entraînes, par exemple, de faire ça à l'extérieur versus à l'intérieur. Puis toi, tu fais un peu les deux de toute façon. Mais moi, ce que je proposais aujourd'hui, c'est ça, c'est d'être un peu planifié d'avance pour être spontané sur l'heure du midi. Moi, je trouve que l'heure du lunch, puis c'est pas pour tout le monde, tu sais, je lance ça comme ça parce que je trouve que c'est chouette de couper la journée en deux, mais il y a d'autres qui vont préférer le faire très tôt le matin. Moi, je pense au lunch, mais la soirée, c'est chouette. Et dans cet ordre d'idées-là, je propose l'idée d'avoir un legging ou un short, tu sais, quelque chose à proximité, donc soit dans le bureau, soit dans sa voiture, selon je te comprends. Et ça prend juste ça pour se dire, ah oui, c'est vrai, tu sais, je suis en jeans, c'est vrai que je pourrais pas tant bouger ou j'ai des vêtements propres, mais je choisis une activité qui va peut-être pas me nécessiter que j'ai besoin de la douche. Et là, je peux sortir sur l'heure du midi ou peu importe l'heure et avoir quelques accessoires qu'on a déjà, comme le téléphone, ma playlist préférée, comme les écouteurs, tu sais, on les a, la bouteille d'eau, tout le monde a une super belle bouteille d'eau, tu sais, on les a à portée de la main. Utiliser ce qu'on a déjà pour être spontané. C'est pas si spontané, mais on est prêt. On est prêt au moment où on a besoin. Puis tu dis aussi d'avoir le téléphone et un chapeau de cow-boy, c'est toujours bon aussi. Moi, je traîne toujours un chapeau de cow-boy dans mon auto, c'est vrai. Non, mais ça ça n'a pas rapport. Non, mais je ramène de façon plus sérieuse. C'est que les applications, c'est sur notre téléphone. Moi, tu sais, quand tu dis de spontané, moi, je fais toujours mon même programme d'entraînement. Je le suis selon ce que mon coach m'a vraiment dressé comme portrait à suivre. Mais là où, des fois, je me permets, c'est que pour comptabiliser mes distances, mes temps, mon pace, donc mon rythme cardiaque, des fois, je change d'application aussi. Ça peut juste être un petit changement qui peut nous aider parce qu'après, on sait qu'on peut, avec notre communauté aussi, échanger sur différentes applications. Exactement. Puis, ce qui est chouette à l'entraînement, c'est que des fois, la motivation est là, des fois, elle n'est pas là, des fois, c'est une question de temps et les applications nous servent pour penser à un plan B. Parfois, c'est le plan A, c'est l'application. Puis moi, je suis une grande fan de la création de contenu, d'applications et de capsules express parce que ça enlève l'excuse de « j'ai pas le temps » ou « j'en ai pas envie ». OK, ben on va le faire, on va bien le faire, ça va être efficace, on va avoir des résultats. Puis après ça, on continue notre journée parce que ce qu'on veut, c'est être productif quand même à la fin de la journée. Donc, des applications, il y en a tout plein. Il y en a en français, il y en a en anglais. J'en ai plein à te proposer. Mais connais-tu GoZone Plus? Non, je ne connais pas, mais je pense que tu es derrière. Je fais de la création de contenu pour eux et c'est en français et anglais. Puis si on a le temps, tu me diras ce que toi t'aimes comme application également parce qu'il y en a de tous les goûts. Puis ce qui est le fun, c'est des fois on clique avec un entraîneur. Toi, tu as un entraîneur. C'est super. Tu sais à quel point cette relation-là est précieuse, tu sais, pour devenir une meilleure version de soi. Mais les entraînements, tu sais, sur les applications, c'est chouette parce que c'est soit la musique qu'on aime bien, c'est soit la personnalité de l'entraîneur, tous les styles d'entraînement. Moi, j'aime la formule express avec peu d'équipement, pas d'équipement. On enlève encore l'excuse de « Ah, mais j'ai pas de place, j'ai pas d'équipement ». Donc, GoZone Plus, c'est une application que j'aime d'amour et j'ai des contenus en français, donc français-anglais. Et ça, j'aime bien proposer ça aux Québécois et aux Canadiens parce que des fois, il y a des bons contenus, mais c'est pas dans la langue qu'on souhaite. Alors, voilà, j'invite les gens, bien sûr, à faire les entraînements 2 temps, 3 mouvements. Puis, ces entraînements-là m'ont inspiré beaucoup d'idées sur la plateforme. C'est ça, puisque je te connais aussi pour voir différents entraînements que tu proposes aussi sur la toile, sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut le faire à l'intérieur, à l'extérieur, c'est facile de pouvoir y adhérer. Moi, j'aime beaucoup, puis ça demeure quand même des applications que je pense que tous les gens qui vont écouter notre chronique vont être conscients, vont connaître ou déjà peut-être avoir du moins entendu. Strava qui pour moi est facile, les fonctionnalités aussi demeurent très simples. Il y a aussi Runkeeper qui est une autre application que j'utilise aussi parfois quand je disais que je variais selon peut-être mes distances ou selon ma réalité. Puis ce que j'aime beaucoup de Strava, si j'y reviens, c'est qu'on peut faire, oui, de la course, mais on peut faire, par exemple, si on fait de la randonnée, si on a, par exemple, aussi l'envie de faire différents sports, tout est inclus, tout est intégré pour le sport. On n'a qu'à sélectionner le sport qu'on fait
fait ou la sorte de plein air auquel on adhère ou qu'on effectue. Puis on peut après ça entrer en communication avec des gens qui sont déjà sur l'application, qui sont peut-être nos amis Facebook. Donc on est relayé, on est synchronisé avec cette application-là. J'aime bien celle-là également, qui est facile d'accès aussi pour tous les gens qui nous écoutent. Oui, le mot-clé, c'est ça, accessible. Puis souvent, c'est des applications qui ne sont pas très chères ou qui ne coûtent rien. Et l'idée, c'est toujours de trouver le bon fit en bon français. Puis comme tu sais, c'est ça, c'est juste une question de trouver ce qui est parfait pour nous. Puis quand on a l'embarras du choix, après ça, c'est plus simple. Tu te dis, j'essaie ça c'est gratuit, j'essaie ça, c'est pas gratuit, mais je l'aime bien. Ouais. Puis après ça, l'important, c'est d'utiliser toutes ces belles ressources qu'on a. Rappelle-nous en terminant le nom de l'application sur laquelle tu fais du contenu. Je pense quand même qu'il y a un petit spécial. Oui. Donc, GoZone Plus, c'est 14 jours gratuits. Puis après ça, si on utilise mon code promo qui est Isabelle15 en lettres majuscules, Isabelle15, il y a moyen d'aller chercher un 15% de rabais. Mais j'invite beaucoup les gens à regarder ces contenus-là et à me dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce qu'on, tu sais, comme entraîneur, puis tu sais, comme animateur, on veut toujours se parfaire, exact. Devenir meilleur et finalement convenir à ce que le marché, ce que les gens veulent. Alors voilà, donnez-moi des idées, votre rétroaction. On part à la course. OK, on court. Bye-bye. Merci. Alberto Georgian Miout, qui est notre reporter, vous pouvez le suivre également, non seulement pour votre information à TVRL, mais aussi sur ce média qui est MCL. Salut Alberto. Salut Alex. Tu es sur le terrain pour nous, tu suis les conférences de presse et beaucoup de choses qui se sont passées dans la dernière semaine. Tout d'abord, parlons de ce 12 juin dernier. Il y avait lieu le gala de la première édition « Mon boss, c'est le meilleur ». C'est quoi ça? Tout à fait. Écoutez, c'est une campagne, Alex, qui a été faite par le regroupement Lavallois pour la réussite éducative en partenariat avec la commission, c'est pas la commission, le Centre des services scolaires de Laval, qui a changé de nom il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, c'est plusieurs jeunes qui ont reçu, justement, c'est un duo de boss et de jeunes pour souligner la conciliation travail-études. Donc, ça se passe très bien. Il y a eu plus de 50 mises en candidature. Donc, c'était les jeunes qui mettaient leur boss. Il y avait certains boss qui ne savaient pas encore qu'ils étaient nominés. Et là, ils ont été surpris en venant au gala. Ils ont gagné des prix. Et chaque jeune gagnait une carte cadeau de 250 $ chez Carrefour Laval. OK. Et en même temps, j'imagine qu'il va y avoir une augmentation de salaire qui vient avec parce que tu viens de nommer ton boss. Fait que tu dis, à un moment donné, tu te magasines. Ça peut peut-être aider à avoir une petite augmentation de salaire. Non, mais. On espère, mais ouais. Je pense pas. Ça se pourrait. Mais écoutez, on va voir. On pourra peut-être aller les chercher un de ces jours. Mais je trouve ça bien ce que tu apportes et je trouve que c'est une très belle initiative parce que justement, souvent, on entend souvent parler que de la grogne ou des histoires dans l'espace médiatique de conflits parfois entre les syndicats, entre la partie patronale, où il y a toujours de ce genre de conflits-là, mais on ne parle pas assez de belles initiatives ou de belles harmonies qu'il peut y avoir entre des patrons, des directions et des employés. Je trouve ça important que tu nous amènes cette information-là. Et parmi les récipiendaires, est-ce qu'on peut les nommer? Oui, évidemment. Donc, j'ai la liste ici. Alors, Daphné Sicard et Frédéric Pérez-Audi de Laval Excellence, donc un centre de gymnastique. Laurie-Anne Fortin et Eric Birzenzlen de Chico, une boutique pour animaux. Alec Lanois et Guillaume Boucara de Boutillette Parizeau, une firme de consultants et en ingénierie. Luisa Tipa et Jacques Nagiard de Uniburger, un restaurant, qui se sont démarqués aussi par un prix coup de cœur juste après, qui a été remis par Monsieur le ministre, si je ne me trompe pas, de Laval, Monsieur Christopher Skitt. Ouais. Après, on a Mathieu Roy et Éric Saint-Jean de Arcanic, donc un salon de coiffure à Laval aussi. Et les derniers duos, Alina Erasimenko et Sajad Ali Hachem de Cocobec, un restaurant. Alors, bravo à tous ceux qui ont été mentionnés, qui ont été aussi, qui ont vu quand même leur couronnement lors de cette première édition de Mon boss, c'est le meilleur. Et en terminant, il nous reste peu de temps, Alberto, oui. Mais il y a actuellement un événement qui se termine aujourd'hui, oui. Mais c'est les festivals libanais. Oui, c'est la 21e édition du Festival libanais, donc tout le monde est invité. L'entrée est gratuite et on a accès donc justement à une programmation très spéciale. Dimanche, vous avez plus d'une dizaine d'artistes qui vont être sur place, de la nourriture traditionnelle libanaise et aussi des conseillers municipaux et des politiciens qui seront sur place pour rencontrer les citoyens, comme à chaque année. Une rencontre citoyenne auquel on peut fraterniser ensemble. C'est près d'Illumi, je pense? Oui, Armand Frappier avec Souvenir, où est-ce qu'il y a Illumi en temps normal, mais là, c'est le Festival libanais. Alors, qui est jusqu'à aujourd'hui, au moment de présenter cette émission, dimanche le 18 juin. Merci beaucoup à toi, mon cher Alberto. Merci, Alex. Il était une fois une langue.
Une langue de chien qui liche tout sur son chemin? Ou une langue de chat au goût très délicat? Pas une langue de belle-mère qui médit sur son prochain. Non, 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 non. La langue, je parle de la langue, la nôtre, celle qui s'étiole un peu la pauvre, qui s'appauvrit, envahie par les écrits quelquefois simplets de nos textos sur nos réseaux sociaux. Puis un jour, un concours pour la remettre au goût du jour, lui donner ses lettres de noblesse, que dis-je, ces mots de noblesse, ces verbes, ces expressions, ces couleurs, qu'elles renaissent de ses cendres comme Cendrillon, et qu'à l'image du renard dans Le Petit Prince, elle nous apprivoise à nouveau, qu'elle nous transporte au ciel sur le canot de la chasse-galerie, et qu'elle jugue époustouflante comme Rose la tulipe, mais surtout, cette langue, qu'elle perdure, malgré les bourrasques et les bordées de neige qui jamais ne réussiront à l'étouffer. Alors, petit, moyen et grand Lavallois, à votre tour de nous écrire un conte avec vos mots, vos préoccupations, vos émotions, votre imaginaire et surtout, osez, n'ayez pas peur du grand méchant loup. Hey, c'est fabuleux. Il y avait de la musicalité là-dedans. Ça nous montre à quel point, encore une fois, notre langue est remplie de poésie. Et merci beaucoup, Mme Godin. D'ailleurs, on précise que c'est Mme Danielle Godin qui a réalisé ce conte. Et Mme Godin, on le fait dans un contexte parce que c'est Contes et francophonie, un monde aux multiples accents. C'est une invitation, on l'a compris, à votre, d'ailleurs, grand talent pour la vulgariser puis nous la mettre de l'avant, que c'est pour valoriser la langue française, finalement. Oui, exactement ça. L'objectif principal, c'est de valoriser, faire la promotion de la langue française et le ministère de la langue française a subventionné la SNQ Laval pour réaliser ce projet-là, ce concours-là. Est-ce que vous trouvez que vous qui l'utilisez dans votre art, le conte, puis vous voyez une nouvelle génération également qui l'utilise, cette langue française, est-ce que vous trouvez, puis là c'est peut-être plus politique, je ne veux pas non plus si c'est peut-être pour vous, je ne veux pas vous prendre à contre-pied, mais est-ce que vous trouvez qu'on la malmène notre langue énormément ou au contraire vous aimez disons, les nouvelles couleurs qu'elle prend depuis quelques années? Il y a les deux. Les deux sont présents. Oui, on la malmène. Oui, il y a de ça qui ressort des choses extraordinaires. L'idée là-dedans, là, c'est de continuer à parler, de continuer à vouloir améliorer notre langue. Tu sais, la langue française, elle n'est pas facile, hein? Oui. Faire des fautes d'orthographe, j'en fais, moi, hein, plein. Mais l'idée, c'est de travailler, de continuer à s'améliorer parce que c'est une richesse, la langue. Un peuple qui parle bien, ça ne veut pas dire qu'il faut juste parler français, il faut parler l'anglais aussi, là. Mais un peuple qui maîtrise sa langue est un peuple riche. Puis on le sait que c'est la base de toute culture, la langue. Exact. La manière de s'exprimer. Puis tu sais, les contes traditionnels, c'est ça, c'est la culture qui parle à grand livre ouvert. Et c'est populaire, c'est la langue populaire. Oui, exactement. C'est pas la langue, tu sais, ce qu'on disait à une certaine époque de perler ou qui n'est pas accessible ou qui est réservé à une certaine élite. Au contraire, le conte, c'est justement la portée de tous. Oui. Et c'est pour ça, j'imagine, qu'on invite tous les gens, tous les âges à s'exprimer. Oui. Puis il va y avoir 3 catégories. Hein. Tu sais, il va y avoir les petits, les moyens, alors le primaire, secondaire, les moyens, et les adultes. Aussi. Oui. Aussi. Et, chacun a la chance d'écrire un conte qui révèle, qui traduit ce qu'ils ont envie de dire. Donc, on n'est pas réservé, on n'est pas cantonné dans un style ou dans une forme ou du moins dans un sujet. Là. Ah non, ça peut être, peu importe le sujet, peu importe le nombre de mots, hein, ça n'a pas besoin d'être un livre, surtout pas. Je sais pas, moi, 7, 8, 10 pages. Le thème, n'importe quoi, quelque chose que tu as le goût de parler. Et ensuite, ça peut être slamé. Aussi, OK. Ben oui. Et quelque chose qui peut nous incarner, finalement. Oui. Je pense que c'est un des termes qu'on peut dire. Donc, date limite de dépôt, on a... 7 janvier 2024. Donc, 7 janvier 2024.
Tous les liens seront prochainement dans les prochains instants au bas de l'écran pour pouvoir avoir accès, faire suite à notre conversation. Vous êtes une conteuse, je le disais, je vais prendre le temps qui est encore à notre disposition ensemble, Mme Godin, parce que je veux qu'on parle un petit peu du conte. Pourquoi, pour vous, c'est ce modèle d'expression auquel vous avez adhéré? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la chanson sur la... on parlait de langue française. Il y en a plusieurs qui valorisent la langue française. Mais tu sais, moi, mon parcours a été très éclectique. J'ai fait de la danse, j'ai travaillé comme comédienne. Je fais de la musique, je fais beaucoup de percussions. Donc, pour moi, toutes ces formes-là sont intéressantes. D'ailleurs, j'aime mélanger, multidisciplinaire. Quand je fais un conte, j'intègre de la musique aussi, j'intègre de la danse. Mais le conte, pour moi, c'est le quatrième mur est brisé. Oui. On a un dialogue avec le public. C'est ça. C'est ça que j'aime le plus. Le plus. Je pense qu'on est d'accord ensemble. Et on a cet amour de la langue française aussi qui est partagé ensemble également. J'invite les gens tout de suite, maintenant, on va à l'écran avec les liens, de non seulement pouvoir connecter avec, évidemment, conte et francophonie au monde aux multiples accents, mais d'aller voir ce que vous faites aussi. Est-ce qu'il y a des plateformes, des endroits? Bibliothèque Laval? Oui. Plateforme virtuelle de la Bibliothèque de Laval. Vous pouvez écrire les contes de l'île Jésus, Daniel Godin, vous allez en trouver plein. C'est un rendez-vous pour aller découvrir votre art aussi. Merci à vous. Bye bye. On veut une société égalitaire, on veut que les femmes autant que les hommes puissent pouvoir s'épanouir au travail. C'est un sujet qui est constant et qui est toujours pertinent. Récemment se concluait donc cette semaine de la diversité et inclusion pour les femmes en construction et ce sont parmi notamment les organismes qui en ont fait la promotion durant cette semaine-là. On accueille la présidente de Les Ailes de la construction, elle-même aussi entrepreneur générale, Mme Josée Dufour qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Peut-être nous préciser ce que c'est tout d'abord les Ailes de la construction. Les Ailes de la construction, c'est un organisme à but non lucratif qui, justement, vise à favoriser l'inclusion puis enlever les barrières entre les différentes femmes impliquées dans le domaine de la construction. Et les chiffres sont là pour le prouver. Il y a encore du travail à faire, même s'il y a de l'amélioration, même s'il y a des gains. Je vais juste les mentionner parce que c'est frappant, parce qu'on dit, bon, 7200 femmes qui avaient travaillé dans un chantier de construction au Québec en 2022, ça représente quand même 970 de plus qu'en 2021, mais ce n'est qu'au prorata que 3,60 à peu près % de la main-d'œuvre au Québec, là, les femmes. Donc, on a fait beaucoup de sensibilisation à travers les années, mais pourquoi on remarque qu'il n'y a toujours pas plus de femmes dans le domaine de la construction? Mais je dirais que c'est généralisé. Si on enlève le côté femme, c'est que déjà, il y a peu d'attraits ou peu de jeunes qui sont incités à aller dans les milieux de la construction. Je pense que c'est un problème au niveau aussi de l'éducation. Dans les écoles, on parle peu de ces métiers-là. Avant, on avait, c'est un peu, je dirais, une voie facile. Tu pouvais aller à un professionnel court, un professionnel long. On en faisait beaucoup la promotion. Mais dans les dernières années, on mettait beaucoup plus l'emphase sur les études universitaires, les techniques, etc. Donc, on a un gros manque à gagner. Puis, on est toujours dans ce contexte aussi de pénurie de main-d'œuvre. Je veux dire, c'est constant, c'est frappant, puis il faut la former, cette main-d'œuvre-là aussi, comme vous avez évoqué. Mais quand même, moi, j'entendais beaucoup parler durant cette semaine-là, justement, dont on faisait référence, qui s'est conclu là, de la diversité et inclusion pour les femmes en construction, que c'est un domaine que les femmes ne veulent peut-être pas aller parce qu'il y a encore beaucoup de harcèlement auprès des femmes. Ça existe encore beaucoup? Beaucoup de violence, beaucoup de harcèlement, autant psychologique que physique, qu'on retrouve sur les chantiers. Je dirais, mais encore une fois, je voudrais un peu sortir du cadre des femmes. C'est une culture, un peu, le domaine de la construction, où c'est quand même un milieu qui est difficile. C'est un milieu qui est très physique. Donc, les gens ont souvent la perception que les femmes ne pourront pas évoluer dans ce milieu-là parce que c'est trop difficile. Donc, c'est ce qu'on rencontre. Est-ce que on veut défaire ces tabous, je veux dire, ces mauvaises pensées-là, ou du moins arriver à moderniser la pensée de certaines personnes peut-être qui sont un peu rétrogrades à ce sujet, mais est-ce que ça passe par la formation, des programmes pour peut-être endiguer ces idées-là qui sont encore, peut-être qui perdurent malheureusement, ou est-ce que ça existe déjà peut-être aussi? Il y a déjà des programmes qui existent. On mise beaucoup sur les programmes pour prévenir le harcèlement, prévenir les violences sur les chantiers. Donc, la CNESST investit beaucoup d'argent, les gouvernements aussi, le ministre Boulet, Diane Lemieux au niveau de la CCQ qui parle de programmes les programmes d'accès à l'égalité pour les femmes en chantier. Donc, je pense qu'il y a des initiatives.
C'est important de continuer à faire de la prévention aussi, de l'éducation sur les chantiers, parce que les hommes aussi vivent ces situations-là. On parle de 53 % de femmes qui quittent en dedans de 5 ans. On parle qu'il y a quand même 42 % des hommes qui quittent et les mêmes raisons sont évoquées. Ah oui, le harcèlement est évoqué même chez les hommes? Oui, même chez les hommes. Ah oui, parce qu'il y a une pression. Il y a une pression, il y a une culture aussi interne qui existe. Les gens ont commencé à faire du harcèlement ou avoir un certain type de langage, puis les gens continuent, perdurent dans ces situations-là. Donc, on défait un peu les tabous, les préjugés. Et est-ce que on a tous en image les années 70, là, où c'était des fiers à bras, puis c'était des... Puis il n'y a pas super longtemps, Rambo Gauthier en est un autre, là. Je veux dire, non, mais c'est sur la Côte-Nord, mais je veux dire, c'est pas si loin que ça quand même, c'est au Québec, c'est chez nous, c'est contemporain quand même dans l'espace-temps. Est-ce que les syndicats ont encore une grosse, peut-être peur, parfois, du choix de certains types de travailleurs ou qu'on favorise, et ce qui fait que peut-être ultimement, autant les femmes que les hommes aussi, ça va un peu les repousser ou leur faire penser à une autre profession? Est-ce qu'ils emmènent large encore, les syndicats? En fait, oui, mais de façon très positive, parce qu'il y a de plus en plus de comités pour femmes, dans les centrales syndicales. Donc, notamment, récemment, on a travaillé beaucoup avec le local 711, les monteurs d'acier, qui, eux, ils font partie de l'Inter, qui est un des plus gros syndicats en Amérique du Nord. Et eux ont des programmes spécifiques où est-ce qu'ils favorisent l'inclusion des femmes, on fait aussi tomber certaines barrières, c'est-à-dire que quand tu rentres par le bassin, c'est un peu technique, mais souvent, on présente les femmes en premier, après ça, c'est les hommes, etc. Tandis qu'à l'Inter, au 711, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est que premier arrivé, premier servi. Donc, il n'y a pas de différenciation si tu es un homme ou une femme. Okay. Donc, pour moi, je trouve que c'est déjà une belle avancée. C'est déjà une belle avancée. Ouais. Vous êtes une entrepreneure générale. Tu es quand même une femme entrepreneur de sa propre entreprise. C'est pas banal, on le disait, avec le nombre de femmes qu'il y a toujours dans le domaine de la construction. Et réalité, est-ce qu'on peut partager une réalité que vous avez vécue? On en discutait à micro fermé, mais sans nommer peut-être l'entreprise. Parce que c'est un exemple qu'on doit encore faire des progrès. Là. Je pense que c'est assez palpable, si vous voulez nous le partager. Bien oui, tout à fait. En fait, on présentait récemment, moi et une collègue, le programme Travailler ensemble, donc les ailes développées en collaboration avec la CNESST. On présentait à cette grande multinationale-là qui disait, bien nous, ça ne nous touche pas. On a 99 % d'hommes, puis on trouverait ça peut-être un peu bizarre que ce soit une femme qui vienne nous parler de harcèlement. Puis là, on dit, bien, c'était un peu le principe. Oui, c'est ça, c'était ça, oui. Mais écoute, c'est cocasse, mais je dirais que ça change beaucoup. Avec la nouvelle génération qui arrive en chantier, les jeunes sont habitués, veulent travailler avec des femmes. On a plein de nouveaux outils aussi, plein de moyens techniques pour aider les femmes qui effectivement n'ont peut-être pas la carrure physique que la majorité des hommes, mais c'est un avantage pour tout le monde. Puis vous l'avez dit, il y a des structures qui sont mises en place que si elles sont victimes de harcèlement, ben elles peuvent dénoncer et c'est fait, j'imagine, de manière confidentielle aussi pour elles. De façon confidentielle, les syndicats aussi sont sécuritaires, les syndicats sont formés et équipés. Moi, je dirais que le gros des problèmes pourquoi les femmes ne dénoncent pas, c'est que souvent, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui rentrent par le bassin, ont peut-être moins de formation technique en place, donc connaissent un peu moins les rouages ou en fait les politiques, donc sont plus timides peut-être à aller dénoncer, ne savent pas quels sont les moyens qui sont mis à leur disposition. C'est important de le rappeler, puis c'était pour ça, c'est justement la semaine de la diversité et de l'inclusion pour les femmes en construction. Et il nous reste un peu de temps, mais justement, on entend souvent, encore récemment, le ministre Boulay, M. Jean Boulay, que je connais d'ailleurs personnellement, voilà, plein de bonne volonté, le ministre du Travail. Est-ce que vous croyez justement à sa volonté, en tout cas sur la place publique du moins, lorsqu'il s'est avancé en disant qu'il veut moderniser certaines portions du travail dans le domaine notamment de la construction? Pour avoir assisté à sa conférence à la Chambre de commerce de Montréal, moi je dirais que la volonté est là, les actions sont déjà entamées, puis je pense que c'est prometteur en fait. Là, donc, Alors on verra bien si le temps justement nous indique qu'on va passer à l'action, souhaitons-le. À tout le moins, merci beaucoup Mme Dufour d'être passée. Ça me fait plaisir. C'était vraiment une conversation nécessaire et très utile. Merci à vous. Merci. Je la marierais. Je frencherais les joues. C'est vraiment dans la chronique. Je viens déclarer mon amour à Mounia Abadi. En amour avec ma chroniqueuse. Non, mais en amour avec son sujet.
Bonjour. Hey, salut! Comment ça va? Bien, oui, toi? Comment t'as déstabilisé? Oui, Ça a-tu vraiment. marché? Hey, je suis toute rose. Ben oui. Ah, mais t'es vraiment thématique. Ouais, hein? Vraiment, là, et d'ailleurs, dans cette journée grisâtre aujourd'hui, où lorsqu'on enregistre, t'arrives vraiment comme un rayon de soleil ou peut-être un flamant rose, mais de toute beauté. Et tu es vraiment de toute beauté. Tu es belle. Merci, Tu es magnifique Alex. aujourd'hui, encore une fois. Merci. Et je continue. Non, OK, soyons sérieux un petit peu, parce que pour vrai, c'est un sujet qui m'a beaucoup interpellé lorsque j'ai reçu mon document de recherche de ma précieuse Manon. Les 5 langages de l'amour, c'est quoi ces 5 langages-là? Parle-nous-en. Donc, selon Gary Chapman, qui est conseiller de couple, il y aurait 5 langages d'amour. Donc, le premier, c'est les mots. Donc, les mots d'encouragement. Il y aurait le toucher. Oui. Donc, les câlins, les bisous, l'intimité. Il y aurait les services. Donc, tous les services qu'on peut faire pour quelqu'un. Il y aurait le temps de qualité. Donc, quand je dis temps de qualité, je parle vraiment de pas écouter un film avec quelqu'un, mais vraiment passer du temps à avoir une conversation, échanger et écouter. Et les cadeaux, les surprises, donc les petites pensées. Et d'ailleurs, est-ce que, parce que, tu sais, je veux dire, c'est important de connaître notre rôle au sein d'une relation aussi. Parce que les rôles peuvent s'interchanger, mais quand même, c'est important de le définir aussi. Oui, bien, c'est important, premièrement, de connaître notre langage d'amour à nous. Ce n'est pas nécessairement le même langage d'amour que les autres. Donc, pour identifier c'est quoi le langage de l'amour de l'autre, il faut prendre le temps d'écouter et d'observer parce que c'est pas la même chose pour tout le monde. Puis de pas, j'ose dire, là, je veux pas non plus défaire l'autre tu t'en allais, mais souvent, ça m'est arrivé par le passé. J'ai compris avec le temps, à un moment donné, tu finis par comprendre, sinon tu ne comprendras jamais. J'ai fini par comprendre que je peux pas. Si moi, ma façon justement de communiquer, tu disais écouter, donc par la suite, c'est de communiquer à l'inverse ton émotion ou bon, peut-être ce que tu as à l'intérieur de toi. Et moi, je suis très expressif, donc je suis volubile, je communique en parlant, en conversant comme ça de façon vocale, mais d'autres, c'est par écrit, donc, et je m'attendais souvent à ce que ce soit la même chose pour l'autre personne, et ça m'est arrivé très souvent que justement, c'était pas la façon de communiquer par le passé. J'ai compris, évidemment, à la dure, mais donc, il faut aussi trouver sa propre façon à soi aussi, comme où je renchéris dans ce que tu disais aussi. Oui, puis c'est de comprendre qu'on a soit appris notre langage d'amour à l'enfance par rapport à comment nos parents nous ont montré l'amour. Ça vient donc de l'enfant intérieur? Oui. Ou ce qui est arrivé, c'est qu'on a tendance à vouloir aller rechercher l'amour qu'on n'a peut-être pas eu ou la façon qu'on n'a pas eu l'amour quand on était plus jeune. Donc, quelqu'un qui aime les câlins, mais qui n'en a pas reçu quand il était jeune, donc il va avoir tendance à vouloir aller chercher ça. Donc, est-ce que c'est là qu'on parle d'un peu de dépendance, de risque d'avoir la dépendance affective de ce qu'on évoque? Un petit peu, oui, mais c'est de comprendre que ce qu'on a, nous, comme langage, parce qu'il y en a 5, on peut en avoir un petit peu de chacun, mais il y en a un qui est prédominant. Et ce qui arrive aussi, moi, par exemple, étant jeune, j'avais beaucoup de la difficulté avec tout ce qui était toucher physique parce que c'est pas comme ça que moi, on m'avait démontré l'amour. Culturellement, c'était envers des services et des cadeaux. Donc, j'ai toujours pensé que j'étais pas une personne qui appréciait recevoir cette affection-là. Mais j'ai rencontré du monde dans ma vie qui m'ont appris que non, j'ai vraiment ce langage d'amour-là. C'est juste que c'était pas quelque chose qui avait été initié à l'enfance. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est aussi développé. Oui. Et que suggères-tu pour apprendre notre propre langage? Parce que est-ce que c'est de suivre peut-être justement des colloques ou je veux dire de consulter demeure une bonne façon, mais quand même, parce que certains vont être à la quête de l'amour. Tu sais, c'est l'être humain étant ce qu'il est, veut fondamentalement très souvent rencontrer l'âme sœur. Ça fait partie de je pense, de nos buts ultimes et il faut être bien avec soi. On le dit très souvent avant d'être capable de pouvoir aller à la rencontre de l'autre, mais comment trouver ce langage-là? Bien, premièrement, il y a des livres là-dessus. Gary Chapman, il y a plusieurs livres sur les langages d'amour. L'autre façon, c'est de s'observer puis de voir comment on sent quand quelqu'un fait un de ces 5 gestes pour nous, puis d'observer comment l'autre réagit à ces choses-là, puis essayer de trouver un juste milieu là-dedans. Souvent, on pense qu'on donne l'amour à quelqu'un. La personne, c'est pas la façon qu'ils veulent recevoir l'amour. Puis quand on les rencontre en séance, bien, il m'aime pas. L'autre, il dit, ben oui, je l'aime, regarde tout ce que je fais, mais c'est pas ça que je veux du temps de qualité. Mais oui, mais je te fais des services. Fait que ça revient toujours à la communication. Et
on en a déjà parlé, tu es coach de vie, puis également tu fais du Theta Healing que j'ai essayé d'ailleurs, puis j'avais évoqué le fait que ça avait été probant pour moi comme expérience. Est-ce que ces deux facettes-là peuvent aussi aider quelqu'un qui veut trouver ce chemin-là? Absolument, quand ils viennent à cause de conflits, donc c'est d'aller voir c'est quoi ton langage d'amour, c'est quoi le langage d'amour de ton conjoint. Puis là, on parle de relations. Moi, je travaille ça avec mes enfants. Mon intérêt s'est encore plus développé avec mes adolescents parce que là, je réalisais qu'on n'avait pas du tout le même langage d'amour. Donc, c'est de prendre le temps d'écouter le besoin à ma fille qui a besoin d'avoir plus de réconfort. Puis mon garçon, lui, qui est plus dans le service, puis d'adapter, moi, la façon que je leur démontre l'amour, c'est en leur faisant, par exemple, des surprises, des cadeaux, du temps de qualité, mais c'est peut-être pas ça qu'ils ont besoin à ce moment-là. Donc, c'est vraiment d'aller voir c'est quoi le nôtre, puis c'est quoi celui de l'autre, puis de devenir observateur parce que les gens, ils vont nous le dire, ils vont nous le démontrer. Donc, si on veut réussir dans des relations interpersonnelles, je pense que c'est un des éléments les plus fondamentaux. Monia Badi, je pense que je te renomme Dr. Love. Merci, thank you. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hey, je te dis à bientôt. Sincèrement, ça a été très, très, très intéressant comme conversation, comme à l'habitude. Et je te dis à très bientôt. Merci. On laisse toujours une place à nos élus pour pouvoir venir parler de leurs dossiers dans leurs districts respectifs, puis à vous de pouvoir connecter, puis d'être d'ailleurs assidus à vos élus qui sont actifs. Et puis, on accueille aujourd'hui, c'est le conseil municipal de Saint-Vincent-de-Paul. Très content de pouvoir jaser avec Paolo Galati. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Bien, ça va très bien, puis merci beaucoup de m'inviter ici au... Plaisir. 10 ans que vous êtes en fonction, je pense, que vous avez la confiance des citoyens. Bien, disons, oui. J'adore être conseiller municipal. Pour moi, c'est quelque chose de plaisir. Je suis une personne sur le terrain. Après 10 ans, je connais beaucoup des enjeux qui existent à Saint-Vincent-de-Paul. Connaissez votre monde, là. Oui, puis les enjeux qui est très important. Puis après 10 ans, je pense que je commence à connaître aussi comment pousser des dossiers efficacement. Au conseil municipal. Oui, c'est ça. Et vous parlez d'enjeux. Est-ce qu'il y a des nouveaux enjeux que vous avez vus apparaître à travers les années qui étaient peut-être moins présents au début de vos mandats, de votre premier mandat, disons-le comme ça? Quand vous disiez plus présent, pour moi, quand j'ai rentré dans la politique, c'était vraiment pour revitaliser le Saint-Vincent-de-Paul. Je pense que depuis la fermeture du Vieux-Pen en 89, donc, il y a plus de 30, il y a 30 ans, oui, plus de 30 ans même. Ça a été laissé à l'abandon. Puis en 2015, j'ai monté un comité, le comité SVP Saint-Vincent-de-Paul. Puis en 2016, on a déposé un mémoire pour savoir comment revitaliser pas seulement le village, le vieux Saint-Vincent-de-Paul, mais le Vieux-Pen qui fait une partie importante, non seulement à Saint-Vincent-de-Paul, mais surtout à Laval. Oui, c'est ça. Ça fait partie de l'histoire de Laval, ni plus ni moins. Puis, justement, quels ont été vos... Parce que là, il y aura bientôt, il faut le dire, c'est déjà annoncé là, depuis quelques temps déjà, mais bon, en 2024, il y aura... ça sera cédé, finalement. Donc, vous pourrez pouvoir orienter, là, ça sera cédé à la Société immobilière du Canada. Et quel a été pour vous le constat lorsque vous êtes penché sur cette question avec les gens de votre district? Quelle était la volonté lorsque vous les avez sondés? Bien, je pense, si on regarde tous les pôles villageois des villes à travers le Québec, il y a du cachet. C'est quelque chose d'important. Le patrimoine. Oui, exactement. Donc, pour moi, c'était important. Quand on s'est fait proposer, en 2015, on s'est fait proposer de reprendre le Vieux-Pen. Et on a dit non dans le temps parce que nous, qu'est-ce qu'on voulait? Personnellement, moi, je voulais que les 3 piliers de gouvernement soient impliqués. Parce que si vous ne le savez pas, mais il y a beaucoup de moisissures dans le Vieux-Pen. Puis ça coûte cher. Ça va coûter cher juste enlever cette partie-là, puis de faire quelque chose qui a de l'allure pour le secteur. Ouais. Puis de remettre en vie le secteur, le village,
du vieux Saint-Vincent-de-Paul. Puis, vous l'avez dit, ça va coûter cher, mais en même temps, j'imagine qu'on ne veut pas éradiquer tout le passé parce que ça fait partie intégrante quand même. J'imagine que c'est pas tous les murs qui seront... D'ailleurs, est-ce que c'est tous les murs qui seront qui sont démolis? On veut garder quand même une certaine structure. Là. Il y a le dôme à l'intérieur qui est patrimoine. On ne peut pas le toucher. Il y a 2 tours, puis 2 murs, il faut qu'on conserve. Mais à part de ça, je pense que c'est important de faire quelque chose qui va avoir de l'allure pour la communauté. Ouais. Puis d'ailleurs, parce que c'est vaste, là, c'est un immense terrain. Là, je veux dire, il y a multiples possibilités pour le public, puis pour évidemment les projets. Quelles sont vos propositions pour donner peut-être plusieurs opportunités aux Lavalloises et Lavallois puis aux gens de votre secteur? Merci pour cette question. Ça fait des années aussi que je coach le soccer dans le secteur et tout. Moi, ce que j'ai proposé, c'est d'avoir un centre sportif qui pourrait avoir 2 arénas, puis 2 ou 3 terrains de soccer à l'intérieur parce qu'il y a une manque ici à Laval. Et donc, ça pourrait desservir l'est de Laval. Puis c'est bien placé aussi. Je veux dire, on est à proximité de plusieurs grands axes routiers aussi. Là. Vous mentionnez quelque chose qui est très important. On a la 25. On pourrait arriver de l'autoroute 25 et c'est facile. La montée à Saint-François est juste là. Donc, on arrive direct là. Est-ce que ça pourrait être des espaces verts aussi? Oui, je veux dire, des parcs qui est à la portée, là, parce qu'on parlait d'aréna ou de complexe intérieur sportif, mais est-ce que profiter de la verdure qui est là pour créer des... Justement, parfois on parle beaucoup des réchauffements climatiques, là, pour contrer ces réchauffements climatiques, ces fameux îlots. Là, donc, c'est de faire planter des arbres ou de créer des endroits pour que les gens puissent pouvoir adhérer à la nature aussi. Là. Mais je pense personnellement, en compliment, il y a aussi la vue de la rivière qui est spectaculaire. Et donc, le fédéral aussi a une portion de la berge. Nous, on aimerait ça, avoir accès à la berge pour faire part de familles ou aussi, là. qui amènerait beaucoup plus de familles dans le secteur. Et bon, est-ce que c'est parce que on voit qu'il y a un potentiel, puis une ville comme Laval veut se développer. Souvent, la façon d'aller chercher des nouveaux revenus, c'est de construire pour les promoteurs immobiliers, d'aller construire des habitations. Parce qu'on ne veut pas de présence de complexes ou de condominiums. Parce que parfois, certains aussi vont dire on est sur un terrain où il y a beaucoup de cachets, vous l'avez dit, c'est un patrimoine. Et là, si on vient construire des tours à condos, ça vient briser un petit peu le cachet historique, la vue, justement, vous avez évoqué la rivière. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir? Mais oui, non, tout à fait, oui. J'aimerais un mix. Il faut que ça soit quelque chose qui joue les 2 bords. Je pense la SIC, la Société immobilière du Canada, ils ont un travail à faire pour préparer et présenter quelque chose que nous, la Ville, on pourrait prendre. Ouais. Puis, donc, en 2024, on pourrait voir un portrait plus clair des choses? Je pense que oui. Rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute, M. Galati, mais ça passe très vite. Mais il y a la fête nationale qui s'en vient le 23 juin. Puis, je pense pour la première fois, vous allez souligner la fête nationale dans votre district. Oui, ça va se passer le 23 de midi à 4h, à 16h. Et puis, on va avoir Marco Cagliari comme invité spécial. Et c'est la première édition de la fête nationale ici à Saint-Vincent-de-Paul. À retenir parce que pour connaître Marco Cagliari, ce sera très festif. Je vais aller rapidement parce que le 27 août, c'est donc fête de quartier, c'est la 6e fête de quartier et vous allez avoir un barbecue quelque part cet été. Oui, durant l'été avec le EGA, mais la fête le 27 août, c'est au Parc des Tilleuls. Qui touche l'est de mon district. Alors, c'est à retenir. On regarde sur votre page Facebook pour tous les détails. Monsieur Galati, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Puis j'aimerais dire bonne fête des pères à tous les papas. À vous aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Il se transforme à sa façon chaque semaine. Et là, il est de l'écran en chair et en os. Nicolas Vincent-Poirier, salut. Salut Alex. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Déjà, on peut dire, tu affiches tes couleurs. Tu as tellement adoré Transformers. Oui, c'est la meilleure expérience que j'ai eue de toute ma vie.
C'est pas vrai du tout. Non, Écoute, hey, Transformers... t'as détesté Transformers, hein? J'ai pas détesté Transformers, c'est Ben, tu m'as dit avant c'est d'ouvrir les tellement- caméras, ne va pas voir ça. non, pas pour toi ni pour moi. Pour les jeunes, oui, c'est un film divertissant, mais pour nous, on a vu, ça c'est le 7e de la série franchise, Transformers. Et bon, on a vu un, on les a pas mal toutes vues. Il y a des petites différences, disons, depuis Bumblebee, qui est paru en 2018. Ce qu'il faut comprendre de la franchise Transformers, incluant celui-ci jusqu'à date, là, celui qui est sorti la semaine passée, le budget total de tous ces films-là ensemble, c'est environ 1,4 milliard et ils ont rapporté au box-office 5 milliards. On comprend. Donc, il y a beaucoup d'argent en jeu et Michael Bay a réalisé les 5 premiers et bon, il y a 2 de ces films-là qui ont rapporté un peu plus d'1 milliard au box-office. On parle des 2 premiers volets, là, lorsqu'on C'est avait les Shia LaBeouf puis Megan Fox. C'est ça. Ben, le premier a rapporté 708 millions au box-office international, mais celui de 2011 et 2014, ben là, on a dépassé le milliard de dollars. On était confiant avec celui de 2017, avec un budget de 217 millions de dollars qui a rapporté seulement 600 millions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Seulement, il ne faut pas oublier qu'un film doit rapporter de 2 à 3 fois Pour être rentable. son budget de production pour commencer à être rentable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, Alex, ce n'est pas juste les studios qui sont gagnants là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, que c'est à la base Transformers, c'est des jouets. Donc, il y a les jouets là-dedans, mais il y a aussi toutes les compagnies de voitures comme Ford qui sont associées, ça leur fait de la belle publicité. Et en même temps, j'embarque pas dans les théories de complot quand je dis ça, mais oui, l'armée américaine, dans les premiers films Transformers, les 5 premiers en tout cas, ils ont participé à la production du film en prêtant du matériel. Et évidemment, c'est pas gratuit, ce matériel-là. Et toute cette aide-là, il faut que l'armée américaine soit perçue d'une très belle façon, une façon très positive. Le côté patriotique des Américains, disons, Exactement. on le décode assez rapidement dans ces films-là, si on a suivi depuis le début. Là. De tout bord, tout côté, il y a beaucoup trop d'enjeux commerciaux. Il faut trouver une façon. Et en 2018, bon, il y a eu le film Bumblebee, un film qui était plus petit, disons. Là. C'est pas qui était un film familial. Des centaines de robots qui se battent ensemble et on comprend pas qu'est-ce qui se passe. C'est un film familial. On sortait vraiment de ce qu'on avait connu auparavant, des 5 volets réalisés par Michael Bay. C'était un film qui était à la portée de tous, qui avait d'ailleurs été un des succès de l'été aussi, à cette époque-là. C'était correct, disons. Ça, mais on comprenait que c'était une lignée qu'il fallait suivre parce que Bumblebee se passe en 87. Bon, la nostalgie, c'est très à la mode maintenant, les années comme 80, 90. Donc, Bumblebee se passait en 87 et celui-ci, Transformers, le réveil des bêtes, se passe en 1994. Donc, moi, ce que je trouvais bizarre, c'est qu'on ne continue pas dans la direction avec Bumblebee. Pour moi, c'était un des meilleurs de la franchise. C'était quelque chose de plus centré, disons. Ouais. Puis ça va apporter un regain, on va se le dire, un petit peu à la formule des 5 films qui s'essoufflaient. Puis là, ça a apporté vraiment un regain d'intérêt des cinéphiles. Et je suis comme toi, je me demande pourquoi on n'a pas continué dans cette veine-là. Surtout qu'on semblait avoir eu un bon résultat au box-office. C'est quand même un succès, je dirais, critique quand même, qui était passablement bien. Là. Le succès critique et l'appréciation des gens a été mieux que le box-office parce que, bon, on parle de 465 millions au box-office international avec un budget de quoi? Pas loin de 200 millions. Donc, tu sais, mais c'est prometteur au niveau du type d'histoire comparé au précédent. Et bon, celui-ci se passe en 1994. Et bon, c'est les Transformers qui doivent empêcher Unicron, une planète. C'est une nouvelle forme, là, dans le fond, d'extraterrestres ou de robots qui viennent. Là. C'est ça. Unicron, c'est une planète robot qui dévore d'autres planètes et qui veut s'attaquer à la Terre et qui n'aime pas les Transformers. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y aurait pas d'histoire au film. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Mais quelque chose d'intéressant, par contre, Unicron, c'est pas un méchant qui a été créé pour les besoins de ce film-ci. Il existait déjà avant dans les Transformers. Et dans le premier film Transformers de 1986, Unicron, la voix, eh bien, c'était
Orson Welles. Et qui est Orson Welles? Eh bien, c'est celui qui a réalisé Citizen Kane, considéré comme le meilleur film de tous les temps, selon beaucoup de gens. Donc, c'est amusant de savoir que Orson Welles a interprété Unicron. Et dans ce film-ci, écoute, c'est un peu du pareil au même. L'histoire, est-ce qu'elle est... il y a une petite histoire, il y a de l'action, oui. C'est mieux que ce que Michael Bay a fait, c'est sûr, parce qu'on comprend visuellement qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, tu dis, tu as raison, mais tu dis par contre que la voix était Orson Welles. Ce qui reste des premiers volets justement de Michael Bay, c'est juste Optimus Prime ou à peu près. Oui, et la voix de côté acteur. Là. Oui. Donc cette voix dont je ne connais pas le nom, mais on n'a plus de Josh Duhamel, on n'a plus depuis très longtemps Megan Fox, Shia LaBeouf. Donc c'est seulement que la voix qui incarne Optimus Prime qui reste de façon initiale, si on était des Peter amoureux. Collins, si je me rappelle bien, mais lui, il est là depuis les années, depuis le tout début, c'est lui qui a toujours fait la voix, peut-être à quelques exceptions dans les séries télé, mais d'Optimus Prime. Et je ne verrais pas Optimus Prime sans sa voix. Sa voix, elle est parfaite pour ce rôle-là. Et bon, pour ce qui est de l'histoire, écoute, c'est un film d'environ 2 heures. C'est divertissant, mais peut-être plus pour les jeunes, pour les adultes, donc, encore une fois. D'attendre peut-être au coup que ça... Je veux dire, je veux pas dire aux jeunes de ne pas aller encourager nos cinémas parce qu'on sait qu'ils l'ont arraché durant la pandémie, mais je veux dire, de peut-être attendre vidéo sur demande pour celui-là. C'est sûr que c'est un beau spectacle à aller voir au cinéma. Le son, l'image. C'est sûr, parce que c'est pas un film, c'est pas inintéressant du tout, là. C'est juste l'histoire, il manque un petit peu côté histoire, mais on s'attend tous à ça avec un film Transformers. Écoute, c'est le 7e de la série, puis bon, on le comprend. Mais pour la suite des choses, par contre, tu vois, ils ont annoncé que c'était le premier d'une trilogie. Si ça fonctionne bien, puis ça va très bien fonctionner, première fin de semaine, à travers le monde, le film récolté 171 millions. Quand même, on voit encore quel est l'intérêt. Et je vous porte l'intérêt sur le film québécois qui prend l'affiche donc depuis quelques jours au moment de présenter notre entretien du nom de Cœur de Slush. C'est adapté d'un livre québécois pour ce film. Alors allez voir ça, c'est la réalisation de Marie-Lou Wolfe qui est disponible dès maintenant au cinéma. Je me permettais de tu sais comment j'aime ma fibre québécoise. Oui. Et on se dit à très bientôt pour une autre chronique ensemble. À bientôt, Alex. Merci, Nico. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé cette édition de Pour votre information. Vous voulez rattraper toutes nos entrevues et l'édition au complet de Pour votre information de ce dimanche 18 juin. C'est possible d'aller sur le portail YouTube. Facebook est là également pour émettre vos questions, vos commentaires aussi. Je veux prendre le temps aussi de réitérer que vous pouvez nous appuyer à votre façon en jouant à notre bingo tous les dimanches 9h30. Cette semaine, 3 500 $. Lot total, dont 2 250 $ pour la carte pleine. Et je ne veux pas oublier de saluer tous vos papas qui sont extraordinaires. Prenez le temps de les prendre dans vos bras et de leur dire à quel point vous les aimez, que vous les appréciez. Bonne fête des pères et à tous les grands-papas également. Et les beaux-pères aussi qui sont quand même nécessaires auprès de nos jeunes. Je vous dis à très bientôt.